Voici quelque chose qu'on t'a peut-être déjà dit sans jamais vraiment te l'expliquer. Le temps existe, l'espace existe. Tu le sais. Tu le ressens dans tes os. Tu attends le bus arrive. Du temps a passé. Tu marches de ton appartement jusqu'à la boulangerie du coin. De l'espace a été parcouru. C'est évident. C'est concret. C'est réel. Et pourtant, ce que je vais te dire dans les prochaines minutes va peut-être fissurer cette certitude. Pas la briser, la fissurer, juste assez pour laisser entrer quelque chose de plus vrai. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'espace-temps. Pas la métaphore, pas la figure de style. La réalité physique derrière ce mot. Ce que les physiciens entendent réellement quand ils prononcent ce terme. Et si tu suis bien, si tu acceptes de lâcher juste le temps de cette narration, tes intuitions habituelles sur le temps et l'espace, ce que tu vas comprendre va te rester longtemps. Alors on va prendre ça lentement, très lentement, parce que c'est difficile. Pour tout le monde, même pour ceux dont c'est le métier, même pour Einstein. Commence par cette question simple. Qu'est-ce que l'espace-temps, exactement? Voilà la définition la plus honnête que je puisse te donner. L'espace-temps, c'est la réalité extérieure, quelle qu'elle soit, qui sous-tend notre expérience collective de l'espace entre les choses et du temps entre les événements. Tu remarques ce que j'ai fait? Je n'ai pas dit que l'espace-temps, c'est l'espace et le temps. J'ai dit que c'est ce qui se cache derrière. La différence est énorme. Mais pourquoi ajouter ce concept? Pourquoi ne pas se contenter de dire « la réalité, c'est l'espace et le temps, un point c'est tout », parce que ça ne marche pas. Et voilà pourquoi. Imagine deux observateurs qui se déplacent l'un par rapport à l'autre. Deux trains qui passent en sens inverse sur la ligne Paris-Lyon. Un passager dans chaque wagon. Chacun avec une montre parfaite. Chacun avec 1 mètre parfait. Chacun qui observe les mêmes deux événements, disons, deux éclairs qui frappent les rails à des moments précis. Premier fait. Ces deux observateurs ne s'accordent pas sur la durée écoulée entre les deux éclairs. L'un mesure 5 secondes, l'autre mesure 7 secondes. Leur montre parfaite donne des résultats différents. Deuxième fait. Ils ne s'accordent pas non plus sur la distance entre les deux points de foudre. Pas un peu différent, vraiment différent. Troisième fait, et c'est celui-là qui fait mal au cerveau. Dans certains cas, ils ne s'accordent même pas sur l'ordre dans lequel les événements se sont produits. Pour l'un, l'éclair A a précédé l'éclair B. Pour l'autre, c'est l'inverse. Et pourtant, écoute bien, chacun d'eux a mesuré correctement. Aucun n'a fait d'erreur. Aucun n'a menti. Aucune montre n'était cassée. Ils ont tous les deux raison, simultanément. Ça paraît absurde. Et pourtant, c'est ce que disent les expériences, depuis plus d'1 siècle. Des expériences avec des muons cosmiques, avec des horloges atomiques dans des avions, avec des satellites GPS qui doivent corriger leurs calculs en permanence à cause de cet effet. Ce n'est pas de la théorie abstraite, c'est ce qui se passe. Alors prends un moment, laisse ça s'installer. Deux observateurs légitimes, deux réalités mesurées différentes. Le temps n'est pas universel, l'espace non plus. Et l'ordre des événements peut changer selon qui regarde. Ce que ça veut dire, c'est vertigineux. Si deux personnes ne peuvent pas s'accorder sur l'ordre dans lequel les choses se produisent, ça veut dire que ce qui est dans le passé de l'une peut être dans le futur de l'autre. Pas à une grande échelle pour les événements proches, mais à une petite échelle, ça arrive déjà. Et en physique, une désaccord, même minuscule, même microscopique, ça suffit. Ça suffit à démolir l'idée qu'il existe une division universelle des événements en passé, présent, futur. Il n'y a pas de maintenant universel. Il n'y a pas de frontière nette entre ce qui a eu lieu et ce qui va avoir lieu. Et quand tu pousses cette idée jusqu'au bout, elle commence à gratter des choses que tu croyais acquises. Le libre arbitre, la possibilité de changer l'avenir, la réalité de l'instant présent. Est-ce que l'expérience de chacun est entièrement subjective? Est-ce que le temps et l'espace, tels qu'on les connaît, ne font même pas partie de la réalité objective? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il est? Voilà la question. Qu'est-ce qui est réellement réel? Un bon point de départ pour répondre à ça, c'est de chercher ce sur quoi tout le monde s'accorde. L'accord universel comme critère de réalité. Et par une chance remarquable, il existe quelque chose sur quoi tous les observateurs s'accordent, quelle que soit leur vitesse, leur direction, leur position. Quelque chose que leurs mesures concordantes retrouvent toujours.
On l'appelle l'intervalle d'espace-temps, ou la séparation espace-temps entre deux événements. Voilà comment ça marche. Nos deux passagers dans leur train mesurent des distances différentes et des durées différentes entre les deux éclairs. Mais quand tu combines ces mesures d'une façon très particulière, en soustrayant le carré du temps au carré de la distance, avec une correction pour les unités, tu obtiens un nombre. Et ce nombre est identique pour les deux observateurs. Toujours. Sans exception. Peu importe ta vitesse. Peu importe ta direction. L'intervalle espace-temps entre deux événements est le même pour tout le monde. C'est énorme. Parce que si tout le monde est d'accord là-dessus, ça doit signifier quelque chose. Ça doit pointer vers quelque chose de réel. Mais quoi exactement? Qu'est-ce que cet intervalle nous dit? Remarque d'abord qu'il implique une soustraction. Donc il peut être positif, 0 ou négatif. Et selon le cas, ce n'est pas la même histoire du tout. Quand l'intervalle est positif, aucun signal, aucun objet, aucune information ne peut voyager d'un événement à l'autre. Les deux événements sont trop éloignés dans l'espace par rapport au temps qui les sépare. Et dans ce cas, oui, certains observateurs peuvent ne pas s'accorder sur leur ordre. L'éclair A d'abord, ou l'éclair B d'abord, ça dépend de qui regarde. Quand l'intervalle est 0 ou négatif, un signal peut relier les deux événements. La lumière, ou quelque chose de plus lent, peut aller de l'un à l'autre. Et dans ce cas, tout le monde s'accorde sur l'ordre. Sans exception. Tu vois ce que ça veut dire? L'intervalle espace-temps entre deux événements A et B te dit si A peut influencer B. Il te dit si une relation de cause à effet est possible entre eux. Même si on ne s'accorde pas sur le temps, même si on ne s'accorde pas sur la distance, on s'accorde tous sur la causalité. Et c'est là que quelque chose de fondamental se retourne. On croit d'habitude que c'est le temps qui crée la causalité, que parce que A se passe avant B, A peut causer B. Mais c'est exactement l'inverse. C'est la causalité qui est fondamentale. Et le temps, dans la mesure où on s'accorde sur quoi que ce soit de temporel, n'est qu'un reflet de cette causalité. Une projection, une apparence. La causalité est réelle. Le temps, lui, est une construction. Alors qu'est-ce que la causalité a à voir avec l'espace-temps? Tout. Absolument tout. Et pour le comprendre, il faut rencontrer un homme que beaucoup ont oublié, mais qui a peut-être changé notre façon de comprendre la réalité plus profondément qu'Einstein lui-même. Son nom, Hermann Minkowski, mathématicien allemand, ancien professeur d'Einstein à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et en 1908, peu après la publication de la relativité restreinte, Minkowski a eu une idée radicale. Il a regardé la formule de l'intervalle espace-temps. Et il a remarqué quelque chose. Cette formule ressemble à une formule de distance. Pas dans un espace ordinaire, dans ce qu'on appelle un espace non euclidien, où les règles de la géométrie classique ne s'appliquent pas tout à fait, mais une formule de distance quand même. Et il a dit, et si ce n'était pas une coïncidence? Et si la réalité n'était pas un espace à 3 dimensions qui évolue dans le temps? Et si la réalité était un espace mathématique à 4 dimensions qui est simplement là, sans évolution, sans temps, sans changement? Un espace dans lequel chaque point correspond à un événement, pas un événement qui se produit, un événement qui est, ici, maintenant, hier, demain, tous ensemble, dans cette structure à 4 dimensions qu'on appelle l'espace-temps. C'est ça, l'espace-temps de Minkowski. Un bloc de réalité, un tissu figé, une géométrie dans laquelle chaque instant de chaque chose existe déjà, gravé dans la structure même de l'univers. Dans cette vision, les seules choses objectivement réelles sont les relations géométriques dans cet espace à 4 dimensions, les intervalles espace-temps, les distances non euclidiennes entre les points événements, les relations causales, ce qui peut influencer quoi. En revanche, ton expérience du temps qui passe, ta sensation que l'espace s'étend autour de toi, ta conviction qu'il y a un maintenant qui avance. Tout ça, dans la vision de Minkowski, ce ne sont pas des propriétés de la réalité. Ce sont des propriétés de ta perception de la réalité, comme les axes X et Y qu'on trace sur un tableau en mathématiques. Pratique pour décrire ce qui est là, mais arbitraire, et fondamentalement sans signification en dehors de leur utilité. Le tableau est là, ces points sont là, ces propriétés géométriques sont là. Que tu traces des axes dessus ou pas, ça ne change rien au tableau. Voilà ce qu'est l'espace-temps.
Et maintenant, la question qui fait vraiment mal. Est-ce que toi, tu es objectivement réel dans tout ça? Oui, d'une certaine façon. Si tu es la succession de tous les événements auxquels tu es présent, ta naissance, chaque instant de ta vie, ta mort, alors tu es un objet géométrique dans l'espace-temps. Une ligne, une courbe, un segment qui relie le point-événement de ta naissance au point-événement de ta mort. Les physiciens appellent ça une ligne d'univers. Mais, et c'est là que ça devient vraiment étrange, tu ne te déplaces pas le long de cette ligne. Tu n'avances pas de ton passé vers ton futur dans l'espace-temps. Tu es cette ligne. Tout entière, d'un seul coup, déjà là, déjà entière dans cette structure à 4 dimensions. Il n'y a pas de mouvement à travers l'espace-temps. L'espace-temps n'est pas ce genre d'espace. Il est sans temps. Et ton futur n'est pas simplement prédestiné. Il existe déjà. Maintenant, quelque part dans la géométrie de cet univers en bloc. Je sais ce que tu ressens là. Je sais. Le cerveau résiste. C'est normal. C'est même sain. C'est une idée qui va à l'encontre de tout ce que ton expérience quotidienne t'a appris depuis que tu es en âge de percevoir le monde. Essaie cette image. Imagine un flipbook, un de ces petits livrets où tu fais défiler les pages rapidement et les dessins semblent s'animer. Maintenant, imagine que tout le monde lit le même flipbook. On est d'accord sur les événements de l'histoire, mais on ne s'accorde pas sur exactement où ils se trouvent sur la page. Ni sur le nombre de pages entre deux moments, ni même, parfois, sur l'ordre de certaines images. Et pourtant, on lit tous le même livre, sauf qu'il n'y a pas de grille sur les pages. Il n'y a pas de pages. Et il n'y a pas de livre. Tout ça, la grille, les pages, la sensation de feuilleter, c'est ce que notre cerveau impose à une réalité qu'il essaie de percevoir. La réalité elle-même est simplement là, entière, géométrique, sans avant ni après. Alors pourquoi perçoit-on la réalité de façon si intensément spatiale et temporelle? Pourquoi a-t-on cette illusion si convaincante du temps qui passe, de l'espace qui s'étend, du présent qui avance? Bonne question. Personne ne le sait vraiment. C'est l'une des questions ouvertes les plus profondes de la physique et de la philosophie. Peut-être que c'est la façon dont notre cerveau traite l'information pour nous permettre de survivre. Peut-être que la conscience elle-même génère cette sensation de mouvement temporel à partir d'une structure qui, objectivement, ne bouge pas. Peut-être. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Henri Poincaré avait pressenti quelque chose de tout ça avant même Einstein. Dès 1905, dans ses travaux sur la dynamique de l'électron, Poincaré avait formulé certaines idées fondamentales sur la relativité, sur les transformations de Lorentz, sur le fait que le temps et l'espace ne sont pas absolus. Il n'a pas franchi le pas décisif que Minkowski allait franchir. Mais il était là, au bord du précipice, à regarder dans l'abîme. Et c'est peut-être ce qui est le plus frappant dans toute cette histoire. Pas la beauté mathématique de l'espace-temps. Pas même la radicalité philosophique de l'idée. C'est le fait que des êtres humains, avec leur cerveau façonné, pour courir après des proies dans la savane, pour éviter les prédateurs, pour anticiper les saisons, ces êtres-là ont réussi, par la force du raisonnement pur, à apercevoir une structure de la réalité que rien dans leur expérience immédiate ne leur donnait à voir. Poincaré à Paris, Minkowski à Göttingen, Einstein à Berne. Des hommes assis à des bureaux, avec du papier et un crayon, qui ont compris que le temps n'était pas ce qu'il semblait être, que l'espace n'était pas ce qu'il semblait être, que derrière les apparences, derrière la sensation du soleil sur ta peau, du métro qui arrive, du café qui refroidit, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus réel, quelque chose de géométrique. Et ce quelque chose, cet espace-temps plat, minkowskien, dans lequel on vient de plonger ensemble, ce n'est qu'une première couche. Une introduction. Ce qu'on appelle l'espace-temps plat, c'est l'espace-temps sans gravité. Dès qu'on introduit la relativité générale, dès qu'on laisse la matière courber la géométrie, les choses deviennent encore plus étranges. Il n'y a pas un espace-temps. Il y en a une infinité de possibles, avec des géométries différentes. Et la question de savoir dans lequel on habite est encore ouverte. Mais on ne court pas avant de marcher. Pour l'instant, reste avec ça. Reste avec cette image. Tu es une ligne dans un espace à 4 dimensions. Une courbe géométrique tendue entre ta naissance et ta mort. Tu ne te déplaces pas le long de cette ligne. Tu es cette ligne, entière, figée,
déjà complète dans la structure de l'univers. Et quelque part dans ce tissu immobile, dans cette géométrie sans avant ni après, tous tes moments existent simultanément. Le matin de tes 7 ans, l'instant où tu lis ces mots, le dernier souffle que tu prendras un jour. Tout là, tout réel, tous ensemble. Ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas une raison de baisser les bras. C'est simplement ce que disent les équations, des équations vérifiées des millions de fois, par des GPS qui corrigent leurs calculs toutes les secondes, par des horloges atomiques dans des avions, par des accélérateurs de particules qui ne fonctionneraient pas si ces équations étaient fausses. La réalité est géométrique. La causalité est fondamentale. Le temps est une projection. Et toi qui ressens le temps passé, qui te souviens d'hier et anticipe demain, toi, tu es peut-être simplement la façon dont l'univers se regarde lui-même depuis l'intérieur d'une de ses propres courbes.